La nouvelle vie de Johnny Walker à Las Vegas, Jack Della Maddalena qui compte bien prouver qu'il mérite de combattre pour le titre, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Johnny Walker, 21 victoires pour 9 défaites en carrière, est revenu sur la blessure qui l'a forcé à déclarer forfait pour son combat qui était prévu le week-end dernier à l'UFC 311. Cette blessure, elle est survenue lors de son dernier sparring, un sparring qui se voulait plutôt souple. Sur une phase de grappling, il a senti sa côte craquer. Dès le lendemain, il a été passé une radio et le médecin a été catégorique, ce n'était pas possible de combattre avec une côte dans un tel état. Alors il le dit, c'est pas une si grosse blessure que ça, mais les côtes, il n'y a rien à faire à part attendre. Et surtout, il doit se remettre à 100% avant de réattaquer un camp d'entraînement au risque de voir cette blessure ressurgir, voire s'aggraver. Actuellement, il ne peut rien faire à part du cardio, donc il fait beaucoup de vélo pour limiter le risque d'impact, de blessure, etc. Et puis ce qu'il explique, c'est que quand tu es combattant, tu as toujours un dilemme. Si tu t'entraînes trop, tu risques la blessure, et si tu ne t'entraînes pas assez, tu vas prendre du retard sur ton adversaire, et tu n'arriveras pas prêt le jour du combat. Cette blessure, elle est d'autant plus frustrante qu'il vient de totalement revoir sa façon de vivre. Il a quitté l'Irlande, il y était depuis 4 ans, il a déménagé aux États-Unis, ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'argent bien sûr, et aussi de nouvelles habitudes à mettre en place. Tout ça pour finalement se blesser à une semaine du combat, extrêmement frustrant bien sûr, on peut le comprendre. Alors s'il a quitté l'Irlande, c'est pas à cause du coaching, il était sous les ordres du coach John Kavanagh, notamment coach de Conor McGregor, mais plutôt parce qu'il avait du mal à trouver des sparring de son poids. La plupart des lourds étaient des boxeurs, il ne pouvait donc que boxer avec eux. Et lors de son dernier camp, pour vous dire, il n'y avait qu'un seul poids lourd de disponible en MMA. Et c'est un gars qui n'était pas à sa disposition, donc parfois il avait d'autres choses à faire, parfois il gérait sa propre carrière à lui aussi. Ça a donc été assez compliqué. À Las Vegas, les choses sont différentes. Il a le Performance Institute pour s'entourer d'une équipe de médecins, de diététiciens, etc. Et puis il s'entraîne à l'extrême couture sous les ordres du coach Eric Nicksick. Donc il peut tourner avec des sparring de qualité chaque jour. Et il le dit, ça ne veut pas dire que j'y vais à fond chaque jour. Mais par contre, je suis challengé à chaque séance et c'est quelque chose dont j'avais besoin. Il a aussi un peu été s'entraîner avec Daniel Cormier. Lui, c'est un striker et il pense qu'avec une bonne lutte, il deviendrait beaucoup plus dangereux pour tous ses adversaires. Et il va continuer à s'entraîner avec Daniel Cormier dès qu'il en aura de nouveau l'occasion. Et Cormier sera même peut-être dans son coin pour son prochain combat. Ça reste à confirmer puisque Cormier, étant commentateur, il n'est pas toujours disponible, bien sûr. À l'UFC 311, il aurait dû affronter Bogdan Gouskov. Ça les arrange bien les deux. Les deux l'ont dit. On est assez amis, on se connaît très bien. Gouskov connaît aussi très bien le frère de Walker. Donc s'affronter ne les arrangeait pas vraiment. Donc pour la suite, si on pouvait mettre ce combat au placard et ne plus jamais en reparler, ça les arrange. Et Walker, il aimerait une revanche soit contre Ozdemir, soit contre Krylov. Peut-être au mois d'avril ou au mois de mai, tout va dépendre de la façon dont sa côte guérit. On en a un autre qui revient de blessure, Jack Della Maddalena, 17-2 en carrière, qu'on n'a pas vu depuis le mois de mars, et sa victoire face à Gilbert Burns, victoire qui a été bien sûr entachée par cette blessure. Il revient en Angleterre face à Leon Edwards, c'est un main event, c'est la seule proposition que lui a fait l'UFC, en tout cas c'est la première. Devant lui au classement, personne ne voulait venir en Australie pour l'affronter. Il était donc prêt à prendre un gars qui est derrière lui au classement. Il a notamment évoqué Carlos Prates, il aime beaucoup son style et pense que ça aurait fait un combat très divertissant pour les spectateurs. On lui avait aussi parlé de Kamaru Usman et de Colby Covington. Il était pendant un moment assez confiant sur le fait qu'il allait affronter l'ancien champion Kamaru Usman chez lui en Australie. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'offre concrète. Et l'UFC ne lui a rien promis en cas de victoire sur Leon Edwards. Il pense que ça va dépendre de sa performance, mais aussi de celle des autres prétendants à la ceinture dans les semaines qui viennent. Direction les poids moyens maintenant et Anthony Hernandez, 13-2 en carrière, il est en plein camp d'entraînement pour sa revanche face à Brendan Allen. Je rappelle qu'il avait battu Allen à l'époque à la décision, bien avant que les deux n'arrivent à l'UFC. Lui, il fait partie de ces combattants qui vivent à la campagne toute l'année dans un petit village et qui vont s'entraîner dans une plus grosse ville, dans un plus gros camp, bien sûr. En vue de leur combat, lui, il a choisi la ville de Sacramento. Il est très proche de Uriah Faber. Depuis leur premier combat, il estime que Allen a une boxe qui est beaucoup plus propre, mais lui aussi a évolué puisqu'à l'époque, il était surtout un kickboxer.
et n'avait aucun grappling. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, il le dit, moi, le grappling, ça ne m'intéressait pas, la lutte non plus. Mais un jour, j'ai un entraîneur qui m'a dit, il va falloir, si tu veux être un très bon striker, que tu sois confiant dans ta lutte, que tu sois confiant dans ton sol. Donc il s'y est mis avec peu d'intérêt au début, et puis finalement c'est devenu le très bon grappleur qu'on connaît aujourd'hui. Je dirais même qu'il est plus craint pour ses aptitudes en lutte et au sol que pour ce qu'il fait debout. Peut-être est-il aussi un peu sous-estimé debout, hein. Je ne sais pas. Et il a aussi expliqué quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui le sert beaucoup aujourd'hui parce qu'il a tendance à se blesser aux mains, et pas à se casser les mains, mais plutôt quelque chose au niveau des tendons et des ligaments quand il frappe trop. Là, je pense qu'il n'aurait peut-être pas dû le dire, hein, dans une optique de combattant qui est en train de grimper les échelons et de se rapprocher du titre. Si tes adversaires savent que tu as les mains fragiles, c'est pas forcément une bonne carte que tu viens de sortir, mais écoutez, peut-être que c'est moi qui me trompe. Dans la revanche face à Allen, il aurait préféré 5 rounds, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît son cardio qui est vraiment hallucinant. Et puis il aimerait, d'ici à la fin de l'année, être dans les discussions pour le titre. Il pense qu'avec encore 2 grosses performances, 2 finalisations après Allen, ça ne devrait pas poser de problème. Voire même si directement après ce combat, il prend un gros nom de la catégorie et qu'il l'expédie assez rapidement ou de manière assez spectaculaire, il pourrait tout de suite se rapprocher de son objectif. Robert Whittaker, lui, est revenu sur son combat face à Khamzat Chimaev. Il explique avoir été extrêmement surpris par le takedown, qui est venu de très loin et qui était à ras du sol, donc très difficile à contrer. Je pense que tout le monde s'en était rendu compte, tout le monde a été bluffé par ça. Et puis il a aussi évoqué ses entraînements avec Israel Adesanya. Il dit avoir été très surpris par le niveau de jiu-jitsu brésilien du Nigérian. Il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il ne le sort pas plus en combat. C'est une très bonne question. C'est vrai qu'Adesanya, le peu de fois où on l'a vu au sol, c'était face à Blachowicz. Il n'avait pas proposé grand-chose. Et puis face à Pereira, où il était venu lutter un peu, mais en général, il s'exprime beaucoup plus en pied-point, et c'est normal quand on connaît sa carrière dans le domaine. Et ces entraînements qu'ils ont fait ensemble, ça a duré 5 jours. D'après Whittaker, Adesanya était très heureux de le rencontrer et de s'entraîner avec lui. C'est donc quelque chose qu'ils vont refaire dans le futur. Anthony Smith nous apprend qu'il a fait savoir à l'UFC qu'il était intéressé, une fois que sa carrière de combattant de MMA serait terminée, pour aller combattre au Power Slap, hein, les concours de gifles. Vous le savez, le Power Slap et l'UFC, c'est la même chose, c'est géré par les mêmes personnes. L'UFC lui a tout de suite fait savoir qu'il ne voulait pas le voir dans l'organisation. Quand on sait les coups qu'il a pris en MMA, il commence à avoir quelques problèmes cérébraux aussi. Je pense que c'est la meilleure des décisions. On redescend chez les poids welter maintenant avec Sean Brady, un autre des prétendants à la ceinture, qui pousse pour son combat face à Kamaru Usman. C'est ce qu'il a déclaré. Il pense que c'est le combat qui ferait le plus de sens actuellement dans la catégorie pour lui. Il aimerait que ça ait lieu au mois d'avril à Miami, mais maintenant la décision est entre les mains de Kamaru Usman. On a un gros combat qui arrive dans moins d'un mois maintenant chez les poids moyens, le combat pour la ceinture, Sean Strickland face à Dricus du Plessis. Strickland sort avec une déclaration, il demande à Dricus du Plessis de faire un pacte, on reste debout et on y va, pas de lutte, pas de grappling, qu'est-ce que t'en dis? Et l'autre lui répond, il n'y a pas de pacte entre les lions et les hommes. C'est plutôt bien vu de sa part. Michael Chandler qui s'exprime sur Paddy Pimblett, il dit que c'est un très bon gars, que c'est quelqu'un qui, il pense, est un bonhomme, a une bonne mentalité, mais que ça n'empêche pas le fait qu'il a vraiment envie de l'affronter et de le mettre KO. Je pense que pour les deux, ce serait un combat forcément qui apporterait une grosse médiatisation. Michael Chandler est un peu en perte de vitesse sportivement. Pimblett, lui, est en train de monter. Pimblett fait beaucoup de trash talk. Michael Chandler aime ça aussi. Donc pourquoi pas? En parlant de Michael Chandler, vous le savez, on a Patricio Pitbull qui vient d'être libéré de son contrat au PFL. Pitbull avait battu Chandler il y a quelques années au Bellator. On a un internaute qui poste une vidéo du combat justement et Pitbull qui retweet en commentant le combat le plus simple de ma carrière. Est-ce qu'il ne prépare pas son arrivée à l'UFC? Moi je pense que ça ferait beaucoup de sens. Chandler venait du Bellator, il a tout de suite été lancé dans le grand bain. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire la même chose avec Pitbull? C'est un combat qui, je pense, ferait du sens et je ne pense pas que Chandler serait contre ça, même si je peux me tromper. Aljamain Sterling, qui doutait de son futur il y a encore un mois suite à sa défaite face à Evloev, il a déclaré qu'il pensait pouvoir faire encore 10 combats de plus. Est-ce qu'on verra cet ancien champion des poids coqs encore 10 fois dans l'octogone? Je ne sais pas, peut-être quelques fois dans l'octogone et ensuite aller dans une autre ligue. Actuellement, il est encore assez compétitif, hein. Quand on voit son dernier combat, il a encore sa place dans le gratin de la catégorie du dessus, cette fois-ci, chez les poids plumes. Donc la suite au prochain épisode. Chez les poids lourds légers, le prochain combat pour le titre, on le sait, le champion Pereira va défendre sa ceinture face à Magomed Ankalaev. Ça fait beaucoup parler, notamment dans les commentaires ici. Sachez que Magomed Ankalaev est favori de ce combat. Alors ça se joue pas à grand chose, il est à moins 140.
alors que Pereira est à plus 110. C'est-à-dire que si vous voulez gagner 140 dollars, il faut mettre 100 dollars sur Ankalaev, ou plutôt, il faut mettre 140 dollars pour gagner 100 dollars, excusez-moi, sur Ankalaev. Et Pereira, si vous mettez 100 dollars, vous pouvez gagner 110. C'est vraiment ultra serré. On a notre ami Zalal qui s'entraîne avec Justin Gaethje. Ça ne peut lui apporter que du positif, je pense. Zalal, je vous rappelle, au mois de février, il va affronter Calvin Kattar, un adversaire d'expérience. Avoir quelqu'un comme Gaethje à ses côtés, forcément, ça ne peut être qu'un atout, en espérant que Gaethje ne soit pas trop bourrin à l'entraînement, comme il peut l'être en combat, et qu'il nous le blesse à quelques semaines du combat. Je serais vraiment assez déçu. Des nouvelles d'Oumar Nurmagomedov et de sa main cassée, son manager nous apprend qu'il va se faire opérer aujourd'hui ou demain et qu'il espère être de retour pour la fin de l'été. Si c'est le cas, ça ne le fera pas une trop longue pause. Espérons qu'il se remette bien, hein. Malgré sa défaite, je pense que ça reste un contender très sérieux à la ceinture et qu'il peut nous offrir de bien belles oppositions dans l'octogone. Direction la France maintenant, et le français William Gomis sera de retour le 1er mars face à Haider Hamil, un adversaire invaincu 10-0. Ça commence à faire un moment qu'on a vu Gomis dans la cage. Espérons qu'il soit au top et espérons qu'il engrange une belle victoire. Jailton Almeida, on le sait, il veut affronter Cyril Gane, il n'arrête pas de le dire, ça fait un moment déjà. Et hier, on parlait des sondages que l'UFC pourrait organiser pour choisir les adversaires, pour faire un peu des match-up, hein, que les fans aient leur mot à dire. Bah lui, il l'a fait sur Twitter, il demande à ses fans qui il voudrait le voir affronter, tout en leur rappelant que lui, il veut Cyril Gane. J'ai été lire les commentaires, c'est beaucoup du Gane, un petit peu du Volkov, mais Cyril Gane revient bien sûr énormément. Un petit crochet par la boxe anglaise maintenant, et Naoya Inoue, le boxeur japonais invaincu, est de retour. Ça se passe demain matin, vendredi, sur RMC Sport. Je crois que c'est à 8h45, n'hésitez pas à aller vérifier. Il affronte un adversaire coréen, Kim, qui lui a déjà perdu 2 fois en carrière. Naoya Inoue, j'adore, vous le savez, je suis pas un grand fan de boxe anglaise, mais ça c'est de la boxe dynamique. Là, il y a du chaos. J'adore ce combattant, donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à aller voir. Retour au MMA, mais pas à l'UFC, au PFL. Il semblerait que Cédric Doumbé sera de retour dans la cage au mois de mai. Le PFL serait de retour à Paris et forcément, il semble logique que Doumbé, étant leur superstar française, ils misent énormément sur lui. Il sera, je pense, main event. Dans la nuit de vendredi à samedi, le GFL organise sa draft, hein, je vous en ai déjà parlé, beaucoup de combattants sont conviés, les équipes vont se former, certains combattants vont repartir sans contrat, bien sûr. Si ça vous intéresse, ça va être par contre en plein milieu de la nuit, hein, je crois que c'est 8 heures à l'heure de l'Est aux États-Unis, donc je pense que vous pouvez rajouter 6 heures chez nous, si je ne me trompe pas. Personnellement, je ne serai pas devant mon écran à cette heure-là, peut-être en replay le lendemain, mais bon, je vous ferai sinon un résumé la semaine prochaine des grandes nouvelles. Et puis on termine avec une anecdote. Khabib Nurmagomedov en 2018 était à Paris, il a rencontré le footballeur David Beckham, et Beckham lui a dit que c'était un grand fan de lui, qui a regardé tous ses combats avec son fils, et il a demandé à Khabib de faire une vidéo dans laquelle il disait à son fils I'm gonna smash your face if you don't obey your father. Donc smash, hein, c'est le grand truc des Dagestanais qui a été implémenté par Khabib Nurmagomedov. Smash, c'est en gros je vais te détruire. En gros, il disait au fils je vais te détruire la face si tu n'écoutes pas ton père. Ça m'a fait sourire, donc je vous le partage. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, en parler autour de vous aussi, ça me fait énormément plaisir. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Lassen Walid qui me dit Holloway avec ou sans ceinture, ça reste vraiment le BMF ultime. Il affronte tous les gros dangers publics de l'UFC, c'est une dinguerie. Et si tu veux mon avis, Gamrot serait vraiment le combat le plus dur pour Makhachev, son gros rythme va le gêner. C'est vrai qu'en grappling et en lutte, ce serait intéressant. Après Gamrot, on l'a vu assez en difficulté face à Dan Hooker. J'ai pas trop compris quand tu sais que Makhachev avait mangé Dan Hooker, il n'y a pas d'autre mot. Même si le MMA, c'est pas des maths comme je le dis toujours. Mais oui, pourquoi pas Gamrot en grappling contre Makhachev, ça peut donner quelque chose. Après, debout, Gamrot, je suis pas fan, hein, donc attention. Mais pourquoi pas. Et après, on a Ced MTL Rules hein, qui dit Je sais pas, dans mon esprit, la BMF, c'est pour les vrais MF. Holloway est dangereux et courageux dans la cage, mais il semble être un bon gars. Après, il y a eu tout un débat entre vous hein, sur qui devrait être BMF ou pas. Moi, personnellement, Holloway, j'aime beaucoup sa mentalité. Quand il a perdu sa ceinture face à Volkanovski et qu'il a réessayé, qu'il a échoué, qu'il a repris tous les prétendants de la catégorie, je me suis dit, wow, là, c'est très fort, là, gros respect. Il aurait pu s'écrouler mentalement après la perte de sa ceinture. Il ne l'a pas fait. J'adore les combattants qui sont actifs, qui relèvent tous les défis. Lui, il est monté chez les légers, redescendu, remonté. Donc, chapeau à lui. David Gauthier, une trilogie Holloway-Poirier, êtes-vous pour ou contre? On a Ryan Deblen qui nous dit Je préférais voir Dustin contre Justin.
Et sinon, il y en a beaucoup hein, qui nous disent que ça leur plairait pas. Jacouille la fripouille qui me dit depuis la défaite de Poirier face à Islam, c'est le combat que j'attends, que Poirier se retire avec la BMF, il le mérite. Surtout, ce serait une trilogie. Poirier a déjà battu Holloway chez les poids plumes, je crois qu'il l'avait soumis. Ensuite, les deux se sont retrouvés chez les légers. C'était assez serré, mais voilà, Poirier avait été beaucoup plus puissant. Holloway d'ailleurs avait déclaré après qu'il n'avait pas pris la prise de masse assez au sérieux. On l'a vu revenir en léger ensuite face à Justin Gaethje, ça a été complètement autre chose. Moi, c'est un combattant que j'aimerais, un combat pardon, que j'aimerais beaucoup voir. Et puis Jim qui nous dit, hein, c'est ce que j'aurais préféré aussi, mais à moins que Dustin attende encore 10 mois, c'est mort. Poirier Holloway, ils sont dans mon top 5 combattants actuels. Alors en un sens, j'adorerais, mais dans un autre, soit Poirier part sur une défaite, soit Holloway se prend un 3-0, pardon. Moi, Dustin Poirier, la rumeur actuellement, c'est qu'il reviendrait en avril à Miami. Donc si c'est ça, ça fait pas trop longtemps, et je pense un combat qui fait plutôt du sens. Skill qui me dit le plus gros choc que j'ai eu concernant Dominic Cruz, c'est sa rencontre face à Cody Garbrandt. Ce soir-là, je me suis dit que ce qui venait de se passer était impossible. Et comme toi, moi je voyais Garbrandt comme un mec qui frappait fort, qui pouvait surprendre tout le monde, un bon boxeur, mais sans plus. Il avait sorti une performance de dingue. Malheureusement pour lui, après ça, ça a été un peu la descente aux enfers, je vous le rappelle. Loïg qui me dit d'accord avec Bilal, Ousmane avait nettoyé la catégorie et n'a jamais voulu monter contre Adesanya. Alors oui, c'est vrai, par contre, pour revenir là-dessus, tu m'as fait penser, à l'époque, c'est vrai, Ousmane, il a fait des revanches contre Masvidal et contre Covington, mais c'était aussi une époque où il n'y avait pas grand-chose d'autre pour lui, hein, je pense, franchement, c'était les combats les plus logiques à faire à ce moment-là. Peut-être que vous voyez les choses autrement, mais on ne peut pas non plus reprocher à Ousmane d'avoir fait des combats qui n'étaient pas toujours de magnifiques affiches. Quand tu vois la catégorie des poids welter, actuellement, tu as au moins 5 combattants qui pourraient combattre pour le titre. À l'époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça n'était pas vraiment le cas. Ensuite, on a Sofiane Lelami qui me dit Cruz, c'était en 2022 son dernier combat et il est sur 24-4. Excusez-moi, hier, ma langue a fourché, j'ai dit que c'était en 2019. Non, c'était en 2022, il y a 2 ans. Et oui, en effet, son palmarès, c'est 24-4. C'est pareil, je l'ai écrit en haut à droite de l'écran, mais je vous ai dit 27-4. Je ne sais pas pourquoi, vous m'en excuserez. Écoutez, ah oui, il y avait aussi Universal World qui me dit si Topuria remporte son duel contre Volkanovski, il pourrait se voir offrir un combat contre le prochain prétendant des légers, peut-être Tsaroukian. Dana White pourrait envisager cela comme une récompense pour Ilya et une semi-sanction pour Arman, offrant à Topuria une opportunité de disputer le titre des légers. C'est pas forcément bête, maintenant moi j'ai du mal à voir Topuria monter pour autre chose que la ceinture, mais je peux me tromper. Et tu me disais si Bilal perd contre Shafkat, cela pourrait permettre à Islam de tenter sa chance dans une catégorie supérieure et de viser un second titre, ça donnerait un duel hautement spectaculaire. En effet, c'est fort possible, et si Islam Makhachev prend la ceinture, Bilal Muhammad va se retrouver dans une situation, je pense, très inconfortable. On a DBRXS qui me dit: Je pense que Islam devrait revenir en juin ou juillet pour défendre son titre contre Charles Oliveira. Oliveira, début 2024, était le numéro 1 et devait affronter Islam, mais il a préféré rester actif. Il ne doit pas refaire cette erreur contre Holloway, surtout que je pense qu'il se ferait devancer par le gagnant de Gaethje Hooker. C'est sûr que c'est très dangereux. Oliveira, si le titre lui est plus ou moins promis et qu'il va faire un autre combat avant, je respecte énormément, j'adore cette mentalité, mais en effet, pour sa carrière, il prendrait un risque. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une très bonne soirée. À plus.